Cosmonaute, pompier ou archéologue. Vous avez remarqué que ce sont presque toujours les trois mêmes métiers que les enfants voudront faire quand ils seront grands. Leur point commun, la quête des origines, la traque de ce moment de passage entre le chaos primordial et la civilisation. Eh bien, pour étancher notre soif d'origine, tôt ou tard, nous sommes amenés à porter notre regard sur la terre d'Israël. Un penseur de Rodin vieux de 3800 ans, un sceau en améthyste de l'époque du Second Temple, ou une épée de croisée de l'an 1000, toutes les strates de l'histoire semblent s'empiler en ce lieu. À Academ, nous avons la chance de recevoir deux experts qui font partie de ceux qui mettent à jour ces découvertes incroyables et surtout nous les rendent parlants. David et Brigitte Onona, bonjour. Bonjour. Alors, on va tout de suite vous présenter votre travail, mais d'abord, je veux signaler que cet entretien, c'est le premier caillou, c'est le cas de le dire, d'une série de clips que vous réalisez pour Academ et dans lesquels vous allez présenter un certain nombre de pépites archéologiques, de trouvailles, de lieux, et que nous mettrons en ligne chaque mois. Vous êtes donc archéologue et vous dirigez la fondation Israël Archéologie, qui elle-même s'inscrit dans un cadre plus large, celui de Memories Foundation. Vous avez la parole. Alors, Memories Foundation abrite aujourd'hui 3 entités. Israël Archéologie, qui est aussi hébergée à la fondation du judaïsme français. Cette fondation est née au Reshut HaAtikot, aux antiquités israéliennes, sous l'inspiration de son directeur. Et puis, quand elle s'est développée, elle est passée donc dans le domaine entre guillemets privé, le domaine des fondations, et elle a été logiquement hébergée à Paris. On a aujourd'hui 3 entités. Une donc, qui traite de l'archéologie, de la Terre Sainte. Le but étant d'amener cette archéologie au public le plus large possible pour connecter chacun à sa source, à ses racines et à l'histoire plurimillénaire de cette terre qui est une terre de passage, une terre où l'humanité s'est forgée. Ça ne concerne pas que les Juifs, cette affaire. Bien évidemment. Pas du tout. Et ensuite, on a une entité qui parle d'océans, des coraux, du golfe d'Elat, parce que l'enjeu environnemental est majeur et qu'une des pépites d'Israël, et c'est l'objet d'un autre sujet, c'est la préservation de ces coraux qui résistent au blanchiment et aux pollutions. Ils sont uniques, ces coraux de mer Rouge. Alors je fais juste un tout petit aparté, vous m'avez appris quelque chose d'incroyable en préparant cet entretien, c'est que les coraux dans le monde dégagent 50% de l'oxygène que nous respirons. C'est exact. C'est vrai, ça? C'est exact. Une respiration sur 2, on peut dire merci à l'océan. Et si l'océan demain n'absorbe pas en même temps l'excès de chaleur, parce que non seulement il nous fournit de l'oxygène, mais il absorbe un tiers des excès de chaleur de l'humanité. Sinon, le réchauffement climatique irait encore plus vite. Donc, il y a une fonction vitale de ces océans, et notamment de ces récifs coralliens. Donc, Ocean Citizen, ouais. Citoyen de l'océan, avec un grand O, parce que la visée, tous les océans sont une seule mer. Et puis, la troisième entité est liée à la Shoah et à la mémoire des génocides. On a dans chacune de ces entités une approche que nous avons rationalisée. C'est-à-dire qu'on a un objet pédagogique, éducatif, c'est vraiment l'ADN de la fondation. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'amener ça au plus grand nombre. Et donc, on a une activité dans laquelle on a une sensibilisation, par exemple, dans les écoles. On leur apprend 6000 ans d'histoire de la Terre Sainte pour les sensibiliser au sujet. On peut leur apprendre, par exemple, les fonctions de l'océan, le rôle des coraux. Est-ce que les coraux sont des animaux, des pierres? Quelle est la fonction symbiotique avec les poissons? Quelle est la fonction des poissons tropicaux? La chaîne alimentaire, les requins, le petit Nemo. Donc la sensibilisation. On a la même chose dans la Shoah avec la montée de l'antisémitisme et les différentes étapes, depuis les lois de Nuremberg en passant par la Shoah par balle, puis le gaz, puis l'extermination massive. Donc on a une sensibilisation. Ensuite, dans chacune des structures au niveau éducatif, on va avoir une approche avec des ateliers. Donc en archéologie, on a un atelier sur l'origine de l'écriture, on a un atelier sur les mosaïques antiques, on va faire travailler des enfants, des adolescents, des jeunes pour faire une mosaïque avec une menorah ou pour faire au contraire une croix byzantine ou fabriquer des lampes à huile. Donc on a des ateliers, on va enregistrer les témoins de la Shoah, on l'a fait avec l'école Hort par exemple, Montreuil. C'est les élèves qui ont fait la biographie de la survivante de la Shoah et qui l'ont ensuite interviewé et qui ont fait le même travail ici, qui est fait à Academ. Et donc, il y a une sorte d'imbrication là des trois temporalités, du passé, la mémoire, le présent et ce qui est la garantie de l'avenir. Et tout ce travail monumental, vous le faites à deux?
Alors non, on a une équipe de bénévoles, de volontaires. Dans Israël Archéologie, on a une présidente, une femme extraordinaire qui s'appelle Nathalie Attali. Le président du fonds de dotation, c'est Elie Attali. On a Guillaume Delidon avec nous, on a Karl, on a une équipe très large. Oui, bien sûr, on a un board, on a des volontaires de terrain. Ouais. Et effectivement, par contre, on est à l'origine, tous les deux, de la création. On s'est demandé ce qu'on ferait dans le dernier temps de vie. Après 50 ans, c'est le temps des questions. Et on s'est dit qu'on avait envie de renvoyer au public et de transmettre nos passions. Alors, Brigitte Onona Mannheim, vous êtes archéologue. Moi, je suis archéologue au sens strict du terme. Depuis mes études, avec un cursus classique en France, un cursus histoire de l'art et archéologie parallèlement à l'école du Louvre. Un début de carrière en France, à la fois au CNRS et dans un musée lyonnais. Puis, à partir des années 2000, avec notre alia, je suis archéologue au service des antiquités d'Israël. Donc, vous avez mis votre savoir au service... Alors moi, j'ai jamais voulu être pompier. Astronaute, j'aurais pas dit non. Cosmonaute, j'aurais pas dit non. Mais finalement, je me suis portée vers l'archéologie. Et c'est plus qu'un métier, c'est une passion en fait. Je pense qu'on peut pas être archéologue si on n'est pas passionné. Et si on ne se donne pas à fond dans... Et quand on est archéologue, concrètement, on fouille soi-même et on fait fouiller les autres. Alors, dans le métier d'archéologue, il y a... Le métier d'archéologue, en fait, aujourd'hui, c'est une vraie discipline scientifique avec des différents métiers au sein de l'archéologie. La base, bien évidemment, c'est le travail de terrain, à la différence d'un historien qui va étudier dans les livres. Les textes. Voilà, dans les textes, dans les livres. L'archéologue, il commence par étudier dans la terre. Et il va nourrir l'histoire et enrichir l'histoire par les découvertes de terrain. C'est-à-dire c'est lui qui fait les analyses aussi, c'est pas juste celui qui trouve, c'est celui qui comprend. Exactement. En amont du travail de terrain, il y a toute une recherche préparatoire à partir des sources écrites, particulièrement. Ou les traditions orales, ou des noms. Exactement, à partir d'études préliminaires. Ensuite, on arrive sur le terrain qu'on va fouiller. Et bien entendu, il suffit pas de sortir des objets de terre et de les enfermer dans un placard. L'archéologie va jusqu'au travail de publication, jusqu'à l'exposition. Il faut les interpréter. C'est comme un texte en fait. Exactement. Un objet, il faut le rendre parlant. On le rend parlant, on l'étudie, on le conserve. Voilà, on le conserve parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va sortir de terre, comme par exemple les rouleaux de la mer morte que tout le monde connaît. C'est d'une fragilité extrême. La première étape, enfin l'une des étapes qui suit la découverte, ça va être la conservation. C'est un peu comme et là, c'est vraiment des méthodes scientifiques. Si on rentre dans les labos de conservation des rouleaux, qui parlent au public, on est dans un laboratoire de high-tech. C'est des moyens... C'est un métier dangereux, en fait, parce qu'on met en danger les objets que l'on trouve. Par définition, quand on sort une fouille archéologique, détruit le passé, en vérité. Ouais. Puisqu'on arrive sur un chantier le matin, les 10, 20 ou le mètre de terre qu'on va avoir fouillé, il est détruit à tout jamais. Ce que la Terre a réussi à conserver pendant 1000, 2000, 10 000 ans, 100 000 ans quand on est en préhistoire, à partir du moment où l'archéologue passe, le lendemain, c'est terminé. Ça n'existe pas. Surtout qu'en Israël, on a 30 000 sites archéologiques différents. Et souvent, ce sont des strates empilées les unes sur les autres. Oui. On a beaucoup de tels en Israël, qui sont des tels artificiels. Qu'est-ce que c'est un tel? Alors un tel, c'est un empilement de villes successives qui va finir par former une colline, voire même une petite montagne. Et à la base, en vérité, la première ville était au niveau 0. Et puis, on a réemployé les structures et on est monté. Et donc, il faut imaginer un gâteau avec plusieurs couleurs. Et puis, quand on a mangé la chantilly, on descend, et on ne peut pas revenir en arrière. Le cas le plus connu pour les Béotiens comme moi, c'est Jéricho qui a été détruite et reconstruite 17 fois, quelque chose comme ça. Ou Megiddo. Megiddo. Jérusalem, Tel Lachish. Tel Lachish. Énormément de tels en Israël, énormément de villes ont été réemployées, réoccupées. Alors, on parlait de conservation. Est-ce que le climat israélien, d'Eretz Israël, est propice justement à toutes ces découvertes? Le milieu sec et chaud est le plus propice à la conservation des vestiges, de tout ce qui est organique.
Parce que l'humidité, au contraire, ça... L'humidité attaque, l'humidité détruit. Donc, on a des conditions de préservation en Israël qui sont en général excellentes. La mer également, puisque quand il y a une épave qui coule et que le sable recouvre l'épave, donc il n'y a pas d'oxygène du coup, donc il n'y a pas d'oxydation. Donc le bois, les membrures, les tissus, les ossements, la cargaison, les amphores, le matériel, c'est une capsule de temps, hein, une épave. Donc si on doit comparer avec un chantier de fouilles archéologiques terrestres, il faut fouiller une étendue énorme, alors que sur une épave, on a une capsule de temps qui est venue se poser au fond de la mer, recouverte par le sable, et quand la mer nous fait un cadeau parce qu'elle bouge et qu'elle nous révèle des choses incroyables, eh bien, on a des choses intactes. Ah mais alors, tous ces moyens, tout ce travail, à quoi ça sert en fait? Ça sert à quoi l'archéologie? Alors, dans l'archéologie, finalement, on est confronté à l'origine de l'homme et au sens. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Ouais. On a parlé des tels. Si on a une succession de tels, c'est-à-dire de strates et d'occupations, si on prend la terre d'Israël, puisque c'est l'objet, si je suis très schématique, on a une dernière occupation arabe, turque, à peu près de 1500 jusqu'à 1917-1920, le mandat britannique. Donc on a 5 siècles d'occupation turque, ottomane, de la Terre Sainte, qui a laissé énormément de traces architecturales, d'objets, et donc c'est de l'archéologie. Juste avant ça, on a les croisades. Avant les croisades, on a la première conquête arabe, 6e, 7e siècle, jusqu'en 1099, les Arabes sont présents. Avant cette période-là, on a la période byzantine. On a des pièces de monnaie en or avec les premières croix, les premiers empereurs byzantins, Constantin, Hélène. On a bien sûr le Saint-Sépulcre, on a énormément de sites byzantins en Israël, des lampes à huile. Avant cette période byzantine, on a l'époque juive. L'époque juive avec bien sûr les premiers chrétiens, à l'époque du deuxième temple, la destruction du temple. Avant ça, on a l'époque hasmonéenne. Avant l'époque hasmonéenne, on a l'époque israélite. Donc on a énormément Et quand on est sur la Terre Sainte, 30 000 sites dans tout le pays, eh bien on va finalement voyager autour de l'homme. Et qu'est-ce qu'on voit? On y voit deux choses. D'un côté, un homme qui peut être dans la lumière, qui crée des bâtiments, qui améliore la salubrité de la ville, qui fait de l'agriculture, de l'éducation, le progrès, des écoles, le progrès, des outils exactement. de médecine qui progressent. Donc un homme qui est du côté de la lumière. Qui aide son prochain, qui le guérit. Prochain, une solidarité, des villes qui sont pensées, une spiritualité, de la beauté, de l'art, de la peinture, de la sculpture, de l'embellissement, des bijoux, des parfums, du commerce, des échanges. C'est ce que montre aussi l'archéologie. Donc le beau côté de l'humanité. Et puis on a l'horreur de l'homme quand il est capable d'être un loup, je dirais, pour son prochain. Et donc on a des destructions, des conquêtes, le déni de l'autre, le déni de la foi. Et on a envie de dire, c'est moi le dernier, c'est moi qui ai raison, c'est moi la vérité. Et donc on tue, on assassine, on viole, on convertit de force, on occupe, on marque son territoire. Et donc dans l'archéologie, on devient sage. On comprend que ce patrimoine, c'est toute l'histoire de l'homme, le bon côté, le mauvais côté. Et l'objet de la Fondation Israël Archéologie, c'est d'amener les gens à réfléchir, de prendre conscience que cette terre, elle est partagée, que les Juifs étaient là depuis longtemps, qu'ils n'ont pas été les seuls, que cette terre, elle est aussi musulmane, elle est aussi chrétienne, cette terre, elle est à l'humanité, et à nous, quelque part, hommes, femmes, de choisir où est-ce qu'on s'inscrit dans la Donc il y a une dimension éthique dans cette démarche, dans l'archéologie. C'est pas juste une science froide, comme ça, on va dire, comme les mathématiques. Il y a aussi de l'humain derrière. C'est avant tout de l'humain. Le but, c'est de retrouver et de pouvoir transmettre les traces de l'humanité. Il y a deux choses. J'ai envie de revenir sur votre ouverture tout à l'heure. Au Reshut Atikot, on a commencé par ramener des jeunes. Donc sur l'autorité des antiquités. Voilà. Donc on a commencé par ramener 5000 jeunes faire des chantiers archéologiques. Il faut se lever le matin, il fait chaud. C'est des conditions difficiles. Il faut manier la truelle, la pelle, il faut porter des brouettes. Par contre, on trouve, parce qu'en Israël, on trouve tout le temps. Et quand on voit les regards de ces enfants dans le Makassab qui ont trouvé quelque chose, c'est extraordinaire. Et en même temps, ils apprennent la discipline, ils apprennent à travailler ensemble, et ils le font, Brigitte le vit au quotidien, juifs, arabes, chrétiens, ensemble. Oui, puisqu'il faut savoir qu'en Israël, sur tous les chantiers donc, dirigés par l'autorité des Antiquités, il y a des archéologues juifs, des archéologues arabes, des chrétiens, et la main-d'œuvre
est en grande partie arabe. On a des Druzes, on a des Éthiopiens, on a des Russes qui sont arrivés avant-hier en Israël. Et c'est un brassage assez extraordinaire. Ils ne se balancent pas des pierres sur le chantier. Ils ne se balancent pas des pierres. Et quand on entend le petit Éthiopien tout fin qui sort une pièce de monnaie, par exemple, de terre et qui le crie à travers tout le chantier, que c'est un Russe qui lui répond, un gros balèze à l'autre bout, il y a beaucoup d'échanges humains, beaucoup d'interactions. Les gens ne travaillent pas de la même façon selon leurs origines. Il y a beaucoup de sociologie aussi. Est-ce qu'il y a une manière juive de faire de l'archéologie ? En Israël, particulièrement, je pense qu'il y a quand même une manière juive de faire de l'archéologie parce que la terre est imprégnée. Je dirais, oui. La terre est imprégnée de judaïsme. On ne peut pas y échapper, même quand on arrive sur un chantier qui a priori n'appartient pas au peuple, à l'histoire juive. Il y a quand même une manière juive de faire de l'archéologie. On s'appuie plus que dans d'autres pays. Moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, de fouiller en Grèce. On s'appuie plus sur les textes, notamment. Et ça, c'est une démarche qui est propre à Israël. Au peuple du livre. Au peuple du livre. Les textes à la terre. Alors, parfois, la terre confirme les textes, parfois non, mais il y a quand même une interaction. Puis il y a quand même un rapport au corps aussi. Il y a un rapport au corps, il y a un rapport à l'objet, il y a un rapport au symbole, la menorah qu'on va retrouver sur des lampes, qu'on va retrouver sur des pièces, qu'on va retrouver dans des mosaïques de synagogues, qu'on va retrouver sur des linteaux. Je parle des corps parce qu'il y a quand même beaucoup de cadavres surtout. Et alors, il y a aussi des tombes. Et là, il y a quand même une dimension juive. Alors on pourrait parler par exemple à propos des tombes des pilleurs d'Antiquité. C'est l'occasion peut-être que j'en dise un mot. Ouais. On a une tradition au Moyen-Orient de pillage d'antiquités, alors en Égypte aussi. On pille les antiquités, donc on a pillé les pyramides. Là, on a retrouvé le corps de Ramsès, l'un des plus grands, Ramsès II, debout contre on a analysé génétiquement, et donc la momie était seule dans un sarcophage pourri. Quand on voit ce qu'a été la tombe de Toutankhamon, avec la richesse de cette tombe, on imagine ce qu'était la pyramide de Ramsès. En fait, tous les pharaons étaient enterrés de la même façon. Le corps ils ont tout volé. Bien voilà, sûr, tout a été pillé. Ils ont pillé complètement l'or, les objets au cours des siècles. Et donc il y a une tradition, on a pillé les rouleaux de la mer morte énormément en Israël. Et à la base, on parlait des tombes. Pourquoi est-ce que souvent les pilleurs d'Antiquité, moi j'ai été inspecteur général dans l'unité de lutte contre le trafic d'Antiquité, la vente d'antiquités, le trafic, donc ça passe toujours par un moment où des pilleurs vont venir fouiller de manière illégale un site archéologique. Et ils adorent les tombes. Et surtout les tombes juives de l'époque du deuxième temple. La raison est simple. Dans une tombe juive de l'époque du deuxième temple, on a une grande chance de trouver des objets en verre intacts. Pourquoi ? Parce qu'on plaçait le corps dans une goumra, dans une niche. Le corps se décomposait. Un an après, le fils venait réunir les ossements et on le mettait dans un ossuaire. Les Juifs faisaient ça. Bien sûr. Oui. Et ça sentait tellement, entre guillemets, le corps en décomposition très compliqué, qu'on y mettait énormément de parfums. Et donc ces parfums étaient dans des objets en verre, intacts, magnifiques. On versait le parfum parce que c'était aussi le respect du mort, le kavod fait au mort. Et ensuite, souvent, on perdait des pièces, on mettait des pièces pour l'accompagner. Quand on sait qu'un demi-cycle d'argent sur les marchés illégaux, ça vaut une fortune, dans une tombe juive, on peut trouver donc des objets intacts en verre, on peut trouver des pièces de monnaie de Judée de l'époque du deuxième temple, et puis bien sûr, les femmes étaient enterrées avec des bijoux intacts, en or, on peut quasiment prendre une boucle d'oreille et la remettre. Donc, souvent, quand on trouve des bijoux sur les fouilles, le premier réflexe, une fois que l'objet a été cartographié, parce que une fois, comme je le répète, une fois qu'on l'a sorti de terre, ça y est, il est sorti de son contexte. La première chose qu'on fait, on prend une jolie jeune fille sur le chantier, on lui fait essayer la boucle d'oreille et on fait la première photo. Parce que l'or se corrode pas, même dans l'eau, les pièces en or, on les trouve intactes. Et donc les pilleurs d'Antiquité, ils veulent revendre et détruire l'histoire de l'homme. Et nous, archéologues, on protège la police des Antiquités. Moi, j'ai été donc inspecteur général là-bas. Notre but, c'est protéger, éduquer et protéger les Antiquités et l'histoire de l'humanité. Parce que quand on a volé ces objets, on a volé la datation, on a détruit le site pour toujours, et on perd de l'information. C'est là que je voulais arriver, justement. C'est que, dans la dimension juive, c'est qu'il y a quand même une notion halachique de kavod hamet, de respect du mort, du cadavre. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec un cadavre. Or, quand on est archéologue, surtout en Israël, on est toujours en présence de cadavres. Alors, on ne fait absolument pas n'importe quoi, puisqu'il est interdit aux archéologues de fouiller une sépulture.
sans la présence de la Revra Kadisha. Que soit les tombes. La Revra Kadisha, c'est un organisme lié au grand rabbinat d'Israël, justement chargé des morts, des funérailles, des morts, etc. De tout temps. Donc, de tout temps, il n'y a aucune fouille de tombe en Israël sans la présence d'un... C'est pas parce que c'est des gens qui sont morts il y a 5000 ans qu'ils n'ont pas le droit au même respect que n'importe qui meurt aujourd'hui. Absolument pas. Et je précise, par exemple, que quand on fouille des cimetières de l'époque arabe, des époques arabes, on a un délégué religieux de religion arabe. Et on va réenterrer les ossements avec respect, dans le respect de la tradition de chacun. Alors qu'au début de l'archéologie en Israël, on peut le dire dans les années 50, ce n'était pas le cas. Il y a eu quelques scandales. Notamment, la nécropole de Beth Sharem a été fouillée et beaucoup d'ossements ont été tout simplement jetés. Donc c'était de la négligence, c'était un manque d'éthique. Dans ce qu'on appelle le Roc Atikot, la loi des antiquités, il y a tout un... En 78, ça a été fixé de manière claire et aujourd'hui, on est très précautionneux. Et heureusement, on a avancé sur ces sujets. On ne peut pas être archéologue Cohen, alors? Du point de vue halachique, ça pose quelques problèmes, parce que le Kohen n'a pas le droit de se rendre dans un cimetière. Alors, il y en a. Bien évidemment, ils évitent de travailler sur... Il y a un site archéologique, c'est pas seulement un cimetière. Dans une ville antique, il y a bien sûr un cimetière, un espace, comme à Qumran, comme dans toutes les villes juives. Et puis, il y a plein d'autres endroits, donc il y a toujours de la place. Et on peut fouiller autre chose que des cimetières. Bien évidemment. Mais, on fouille peu de cimetières en proportion des sites fouillés. On essaye de ne pas les fouiller, d'ailleurs, en Israël. D'ailleurs, on essaye de fouiller le moins possible, parce que, comme l'expliquait Brigitte, une fouille, c'est une destruction. En Israël, ce sont des fouilles de sauvegarde. C'est-à-dire que quand on construit une route, un bâtiment, quand une personne privée veut construire une piscine dans son jardin et creuser son jardin, il doit avoir une autorisation des antiquités. On va vérifier qu'il n'y a pas d'antiquité. Et si on a, il devra payer lui-même les fouilles jusqu'à la publication des objets. C'est la loi israélienne. Israël est un pays jeune, on n'a pas beaucoup de budget dans le domaine de l'archéologie. Et donc, effectivement, on espère, nous, par le biais des volontaires, par le biais des projets pédagogiques, emmener des jeunes, des moins jeunes, des étudiants en Israël, participer à des fouilles. La main-d'œuvre, c'est le coût principal en archéologie. Et donc, l'objet de la Fondation, c'est aussi d'amener des gens à vivre une expérience très forte humainement et à venir finalement participer à ce travail de mémoire, ce travail qui éclaire aussi l'avenir de l'humanité au travers de l'archéologie. David Onona, cela n'aura échappé à personne, vous portez une kippa sur la tête. Pas vous, Brigitte, mais vous êtes un couple. Voilà. Vous êtes israélien, juif, pratiquant. C'est quelque chose qui interpelle les gens. Il y a une espèce d'idée reçue comme quoi il y aurait incompatibilité entre science et croyances religieuses. Comment ça marche en fait ? Et on va dire que la pratique ou la foi, c'est de l'ordre de l'individu. Je veux dire, il y a de très belles choses dans le judaïsme qui n'ont rien à voir avec la kippa ou la pratique ou la foi religieuse. On peut aimer le Shabbat, on peut aimer la fête de Hanouka, la fête des Lumières, on peut aimer la cuisine juive. Il n'y a pas une façon d'être juif. Oui, mais là, on vient de parler de Néandertal. Je vais répondre. La Torah nous parle d'Adam Arishon. J'y viens, j'avais bien compris. Mais tout ça pour dire qu'il y a des identités juives et que personne n'est exclusif sur le sujet et n'a une vérité absolue. En tous les cas, ça c'est un credo qu'on partage dans notre couple et dans la société israélienne. Il y a des judaïsmes, aussi bien dans les kippot Srugot que dans les kippot noirs. Voilà. Et ceux qui n'en ont par rapport à l'archéologie ou par rapport à la Bible, si c'est la question que vous posez, je vais essayer d'être encore plus précis. Le regard que j'ai, moi, sur la Bible, je ne vois pas la Torah comme un livre d'histoire. Ça n'est pas un livre d'histoire scientifique avec une chronologie scientifique. Il y a dans la Torah énormément d'allers-retours sur les histoires. Il y a des messages très forts sur l'humanité, sur le fait, par exemple, qu'Adam et Ève, le premier couple originel, pour renseigner, c'est Rashi qui le dit, que tout homme vient du même couple originel et qu'il y a du divin, le Nefesh Eloki, il est dans chaque homme. On n'a pas dit qu'il est seulement chez les Juifs, loin s'en faut. C'est une pensée extérieure au judaïsme. Et par contre, dans la Bible, on nous parle de sites archéologiques, de rencontres, et dans la tradition juive, et les archéologues travaillent Bible en main. Il y a quand même des personnages historiques dans la Bible. Bien évidemment, de temps en temps, existé. Bien sûr, de temps en temps, même sur les noms des sites, par exemple Nevi Shmuel, on a une tradition arabe, juive, on a des textes, on a Barthénoura qui voyage et qui nous dit oui, c'est là, j'ai prié, il y a le tombeau de Nevi Shmuel à Rama, d'autres disent non, c'est pas là-bas. Donc quand on peut et quand ça correspond, eh bien tant mieux, ce sont des indications précises que tous les archéologues, même les archéologues laïcs, aujourd'hui ça n'est plus contesté, ou non juifs, qui utilisent la Bible et le texte.
mais ce n'est pas un livre d'histoire et de science. Il y a quand même des histoires qui sont racontées dans la Bible. Alors on peut dire Adam, Noé, Abraham sont des archétypes, voilà. Mais par exemple, si on prend le roi David, là on est où? On est dans le mythe, on est dans l'histoire? Alors, le roi David, on va faire des précisions. Tout d'abord, pendant des années, on n'a pas eu de traces écrites ou de traces objectives archéologiques. Aujourd'hui, on a une stèle avec une mention de Beit David. On a pensé, il y a toute une théorie que Brigitte connaît bien, c'est elle qui me l'a enseigné, sur les minimalistes et les maximalistes à Jérusalem. Or, dans les fouilles qu'a fait Brigitte au Kotel, elle les a co-dirigées pendant plus de 15 ans, ces fouilles devant le mur occidental. Qu'est-ce qu'on a trouvé, Brigitte? Un bâtiment? On a trouvé un bâtiment incontestablement daté de l'époque du premier temple, avec des sceaux, donc ces tampons, ces sceaux de l'époque, avec portant des noms de personnages qu'on a retrouvés dans écrit la Bible. En noir sur blanc dans la Bible, écrit comme noir serviteur sur blanc. Et garde du corps serviteur des rois de la première des rois dynastie d'Israël. de Salomon. Et vous sauriez nous dire où est-ce qu'on met la limite? C'est-à-dire où est-ce qu'on est dans la Bible, dans l'histoire? On est 930 avant Jésus-Christ, 930, l'époque de Salomon et de ses fils et de ses descendants, dynastie de David. C'est des gens dont on a des traces. Et ces découvertes se multiplient. Actuellement, dans la vieille ville de Jérusalem, enfin la vieille ville actuelle de Jérusalem, on trouve de plus en plus de petits objets, de sceaux donc en particulier, qui attestent et qui portent des noms de personnages bibliques. C'est l'occasion de rappeler surtout que la Torah s'achève en nous rappelant que Moïse, le plus grand maître, n'a pas de tombe et qu'il est inutile d'aller fouiller, de la chercher, et que ce qui compte, c'est son message. Le message, et la Torah a beaucoup de messages pour l'humanité, beaucoup de sagesse sociale, beaucoup d'équilibres sociaux, le respect, le Shabbat, le respect des anciens, des valeurs universelles. Donc c'est aussi comme ça qu'on le regarde. Je répète, sans pour autant nier qu'il y a une partie historique qui nous aide énormément, que les archéologues utilisent, juifs, non-juifs, religieux, non-religieux au quotidien. On n'a pas de preuves de tout, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre au niveau du pshat. Mais moi, je vis, comme beaucoup d'Israéliens pieux, il y en a au Reshut HaAtikot, avec des Talmid Katan, des Kippot, des gens qui ont étudié dans les Yeshivot. On n'a pas de mal à travailler comme archéologue et à concilier une vie de judaïsme moderne, orthodoxe, ouvert sur le monde, et en même temps avec une rigueur scientifique. Dans l'archéologie, c'est la pièce qui dit la chose, c'est pas nous qui projetons et qui allons coller une réalité quand on ne l'a pas. Alors, ce n'est pas l'objet de vos recherches, mais je sais que pour beaucoup de juifs religieux, ça pose question. Les dinosaures, l'existence des dinosaures, ça ne pose pas de problème? Je vais répondre, si Brigitte me permet. Dans la création du monde, Bereshit bar Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu, ve'chosher al pnei tehom, je vais traduire en français, et dans la Genèse, donc on nous explique que le monde était tohu bohu, que la terre, les cieux, etc. Et la première création, c'est Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et on nous parle de la terre, des cieux qui vont être créés plus tard, séparés par Dieu. Veyerev vayiboker yom echad. Il fut une nuit, il fut un matin, premier jour. On traduit premier jour. On pourrait entendre ça, première période, donc un temps de création. C'est vrai que dans le judaïsme, on dit que le monde se renouvelle tous les 6000, 7000 ans, qu'on approche donc du bout d'un cycle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu d'autres mondes avant nous, et aucun archéologue israélien, on a des prix Nobel en Israël religieux, scientifiques, ne conteste que les dinosaures ont existé, de toute façon. Voilà. Ne conteste qu'il y a une évolution, personne ne conteste cela. Personne ne voit dans cette création-là une création ex nihilo. Alors on peut l'entendre, on peut considérer que c'est 24 heures humaines, on peut considérer qu'Abraham a vécu 175 ans d'années humaines d'aujourd'hui, que Adam en a vécu 930 d'années d'aujourd'hui. On va laisser chacun avec sa foi, ses convictions, dans le respect de chacun. Manifestement, il y a aussi d'autres regards juifs, orthodoxes, modernes orthodoxes sur ces sujets. Là, on est remonté très très loin à l'époque des dinosaures. Revenons dans le présent. La Fondation Israël Archéologie, ce sont des fouilles, ce sont des initiations, ce sont aussi des voyages. Oui, on invite régulièrement, on a 3 ou 4 voyages en Israël qui permettent de toucher du doigt les objets archéologiques, d'aller sur les chantiers, de rencontrer des archéologues, des fouilleurs. On a financé une thèse de doctorat avec une jeune fille, Pimpronel, Atlan, qui est à la fois docteur, qui a un double doctorat de la Sorbonne et de l'Université de Haïfa. Elle a été embauchée, on l'a soutenue pendant 3 années, elle a été embauchée au Reshut HaAtikot aux Antiquités israéliennes, elle est maintenant
adjointe à la direction d'un chantier de fouilles dans la vieille ville, près du Cotel. Et donc on visite les laboratoires, on visite les chantiers de fouilles. Donc on a 3-4 voyages par an, on a peut-être des projets en partenariat ensemble. Et également, tous les projets pédagogiques, notre but c'est d'emmener ces scolaires en Israël pour faire autre chose que la plage de Tel Aviv, qui est magnifique par ailleurs, la plage Frischmann, et d'aller fouiller, avoir une expérience, des émotions, rencontrer des gens différents, s'ouvrir, et puis comprendre l'impact culturel. Donc on vous encourage. Eh ben, j'invite tous les internautes à se renseigner déjà sur votre travail, sur votre fondation. Merci beaucoup Brigitte et David Onona. Merci Ruben, merci à Academ et à toute l'équipe. Et merci pour votre fidélité. Avec plaisir, merci.